Le 21 juin 1971, vers 7h20 du matin, heure de Moscou. Un opérateur du centre de contrôle des vols retire son casque après un dernier échange avec l'équipage de Soyouz 11. Ce geste anodin referme une journée de routine. Personne, à cette seconde précise, ne sait que le compte à rebours d'une catastrophe a déjà commencé ailleurs, dans une capsule qui descend vers la steppe kazakh. L'opérateur s'appelle Anatoly Kirillov. Il a consigné dans le journal de bord la phrase standard de l'équipage. « Terre, ici tout est nominal. Nous nous préparons à la descente. Nous nous sentons bien. » C'est la dernière ligne officielle. Mais juste après, quand la liaison est déjà considérée comme close, quelque chose d'autre passe sur le canal ouvert. Une voix. Quelques secondes. Kirillov ne l'inscrit pas dans le registre. Sur sa table, une feuille sans tampon ni signature précise que les échanges non conformes à la procédure doivent être enregistrés séparément. Il glisse la feuille dans le tiroir du bas et n'en reparlera jamais publiquement. À sa fille seulement, peu avant sa mort en 2003. Pendant 32 ans, ce fragment d'éther reste enfoui dans la mémoire d'un homme qui sait écouter sans écrire. Ce que Kirillov a entendu, selon sa fille, c'était la voix de Vladislav Volkov, le mécanicien navigant de Soyouz 11, 35 ans. Un vol déjà à son actif, et la certitude, confessée à peu de gens, qu'il n'y en aurait pas d'autres. 3 noms résument ce matin de juin. Georgi Dobrovolski, Viktor Patsaïev, Vladislav Volkov. 3 hommes qui rentraient d'un séjour de 23 jours à bord de la première station spatiale de l'histoire, Salyut 1. 3 hommes qui ne reverront pas le sol. À des centaines de kilomètres de là, dans la steppe kazakh, une capsule se balance doucement sous ses parachutes. Descente nominale, ouverture sans accroc. Le groupe de récupération arrive en 18 minutes. La capsule est intacte, pas une seule bosse. Le panneau extérieur s'ouvre au premier essai. À l'intérieur, les 3 hommes sont assis à leur place, sans blessure visible. Les visages sont apaisés, les yeux clos, les mains posées sur les genoux. Autour du module, l'herbe est couchée en cercle concentrique sur un rayon d'environ 8 mètres. Le ciel est parfaitement dégagé, et pourtant tout le groupe perçoit une odeur d'ozone, cette odeur métallique de l'air après un éclair. Le premier procès-verbal d'observation remplit 4 pages. 2 seulement finiront dans les archives. 40 minutes après la découverte de la capsule, la version officielle tombe. Soupape de ventilation défaillante, dépressurisation, accident tragique. Tout est dit, tout est cadré. Et pourtant, sur le terrain, les regards se croisent avec la même question muette. Car il y a l'image. 3 hommes assis, calmes, sans trace de lutte. Pas de suffocation visible, pas de posture de panique. Et puis ce détail, qui ne colle à aucun manuel de médecine spatiale. L'odeur d'ozone, l'herbe couchée en cercle régulier, la rapidité avec laquelle une version déjà rédigée arrive sur les lèvres d'un officiel qui n'a pas eu le temps de tout voir. 40 minutes, c'est trop court pour un diagnostic technique complet. C'est le temps qu'il faut pour ouvrir un dossier déjà préparé. Au centre de contrôle, Kirillov est rentré chez lui avec ce bruit dans la tête. Il a travaillé toute la journée précédente comme s'il travaillait n'importe quel autre jour. Il a écouté des hommes dire qu'ils allaient bien. Il a fermé la liaison. Il a entendu autre chose. Et il a choisi de se taire. Ce n'est pas de la lâcheté. Dans le système soviétique de l'époque, un opérateur qui inscrit une phrase non conforme prend le risque de devenir suspect. Un opérateur qui se tait devient simplement un opérateur qui a fait son travail. Kirillov fait son travail. Il range la feuille. Il rentre. Il sait que ce qu'il a entendu aurait dû être consigné. Il sait aussi que personne ne lui a demandé de le faire. Pendant ce temps, à Salyut 1, l'équipage avait achevé un programme scientifique et biologique sans précédent. 23 jours en orbite, des expériences sur les plantes, sur les organismes vivants, sur le comportement humain en apesanteur prolongée. Dobrovolski commandait, Volkov tenait la station en vie, Patsaïev observait la terre et le ciel. 3 hommes qui s'étaient apprivoisés dans un espace grand comme un petit appartement. 3 hommes qui, selon le communiqué officiel, sont morts d'un banal défaut de soupape à 168 km d'altitude. Mais le centre de contrôle ne le sait pas encore.
Kirillov et ses collègues attendent les signaux de la descente. Sur les écrans, la trajectoire se déroule normalement. Quelque part, dans la steppe, les microphones de la radio captent les bruits du parachute. Quelque part, une équipe au sol attend le code conventionnel qui signifiera « équipage vivant ». Ce code ne viendra jamais. À la place, un silence, puis un message laconique. La descente s'est interrompue, ouvrir le conteneur par les procédures d'urgence. Au même moment, à Baïkonour, les techniciens qui ont préparé le vaisseau sont convoqués. On leur demande s'ils ont touché au système de ventilation. Ils disent non. On leur demande s'ils ont vu quelque chose d'inhabituel. Ils disent non. Les rapports se croisent, les versions s'ajustent. L'histoire commence à se réécrire en temps réel, avec cette efficacité de la bureaucratie soviétique qui sait produire un récit prêt à l'emploi avant même que les faits ne soient entièrement connus. 40 minutes après l'ouverture de l'écoutille, la presse reçoit la dépêche officielle. Accident, soupape, tragique. 3 noms. Un communiqué. Ce qui frappe quand on compare la version officielle et les témoignages directs, ce n'est pas une contradiction brutale, c'est un décalage plus subtil. La dépêche parle d'un défaut technique, les hommes sur place parlent d'une scène sans violence. L'herbe couchée en cercle, l'ozone, les visages apaisés. Rien de tout cela ne contredit la dépêche. Rien de tout cela ne la confirme non plus. Mais tout cela appartient à une autre histoire, celle que personne n'écrira, parce que personne n'en a reçu l'autorisation. Ce jour-là, Kirillov rentre chez lui. Il ne sait pas encore qu'il portera ce secret pendant 32 ans. Il ne sait pas que sa fille entendra un jour, de sa propre bouche, qu'un homme a parlé au-delà de ce qui devait être dit. Il ne sait pas qu'à des milliers de kilomètres, un ingénieur du nom d'Arkady Belov s'apprête à signer 2 versions successives d'un même rapport, et qu'un certain colonel Petrov se voit remettre une consigne qui dépasse tout ce qu'il a vu jusque-là. Ce jour-là, le monde apprend la mort de 3 cosmonautes, et l'Union soviétique apprend à gérer un deuil qui ne ressemble à aucun autre. Car il ne s'agit pas seulement de 3 hommes, il s'agit du premier équipage à avoir habité une station spatiale. Il s'agit de 23 jours de présence humaine continue au-dessus de la Terre. Il s'agit d'une course entre 2 superpuissances, où chaque succès et chaque échec servent de monnaie politique. L'annonce officielle arrive vite parce que l'URSS ne peut pas se permettre le silence. Elle arrive avec une explication technique, parce que l'URSS ne peut pas se permettre le doute. Le reste, ce qui ne figure dans aucune dépêche, ce qui circule à voix basse dans les couloirs du centre de contrôle, dans les ateliers de Baïkonour, dans les cuisines des veuves et des ingénieurs à la retraite, mettront des décennies à trouver leur chemin. Le tiroir du bas de Kirillov en est le premier maillon. La feuille sans tampon, la voix qu'il n'a pas écrite, les secondes qu'il a choisi de ranger avec la poussière des rapports. 3 hommes sont morts. Leurs noms sont publics. Leurs visages sont publics. La manière exacte dont ils sont morts ne l'est pas. Et c'est précisément là, dans cet écart entre la dépêche et le silence, que commence la véritable histoire de Soyouz 11. Pour comprendre ce que Vladislav Volkov a emporté dans l'espace, il faut revenir à un immeuble de la Taganka, à Moscou, en 1949. Une communalka, un appartement partagé entre plusieurs familles. 3 personnes vivent dans 14 mètres carrés. Le père, Nikolai, ingénieur dans un bureau d'études aéronautiques, la mère, Nina, et un garçon de 7 ans qui s'appelle Vlad. 14 mètres carrés, c'est la taille d'un salon modeste. Pour un foyer, c'est un monde refermé sur lui-même, où chaque bruit de l'un devient le bruit de l'autre. Le père est un homme méticuleux. Le soir, il sort des schémas d'avion, explique la portance à son fils, montre comment la forme d'une aile décide de la trajectoire d'un vol. Il dessine au crayon, mesure, efface, recommence. Le garçon regarde, pose des questions, absorbe. C'est dans cette chambre minuscule que naît la fascination de Vlad pour la mécanique du vol, pour la précision, pour ce langage silencieux des chiffres et des plans. Puis, en mars 1949, le père ne rentre pas du travail. 3 semaines passent sans nouvelles. La mère ne dit rien au garçon, ou presque. Une voisine, un matin, finit par lâcher une phrase que la mère ne répétera jamais. Ce n'est pas politique, c'est de l'imprudence. Le père avait contesté, lors d'une réunion, une décision technique prise par un homme à qui on ne pouvait pas répondre.
Pour ça, en Union soviétique de l'après-guerre, on pouvait disparaître sans véritable procès, sans véritable dossier, et réapparaître plus tard avec une étiquette administrative que personne n'osait regarder en face. La formule qui circule alors, celle que les gens prononcent à mi-voix, c'est « pour des paroles ». Un article du Code dont personne ne connaît exactement le numéro, mais dont tout le monde sait qu'il punit d'avoir parlé au mauvais endroit, au mauvais moment, à la mauvaise personne. Le père revient au bout de 2 ans. Vivant, mais autre. Il ne parle plus. Pas seulement par prudence, par économie. Il a compris que la parole, dans ce pays, n'est pas un droit, mais un risque, et qu'un mot de trop peut casser une vie. Il s'enferme dans le silence. Vlad, qui n'a pas encore 10 ans, regarde cet homme qui n'est plus tout à fait son père et tire une leçon très simple, très claire, très définitive. Les mots peuvent blesser, les mots peuvent tuer, et celui qui ne contrôle pas sa bouche finit par payer pour ses phrases. Alors il apprend à se taire, pas par timidité, par hygiène. Cette leçon ne le quittera jamais. Elle deviendra, au fil des années, une armure invisible, mais aussi une manière d'exister. Volkov, adulte, sera connu pour parler peu, peser chaque phrase, n'ouvrir la bouche que lorsqu'il a quelque chose à dire. Et, surtout, ne jamais rien dire d'inutile à la mauvaise personne. En 1961, le 12 avril, Vlad a 25 ans. Il est étudiant dans un institut technique. À la pause de midi, il se trouve près d'un haut-parleur quand la voix annonce le vol de Gagarine. Comme des millions de soviétiques, il reste planté là, sans un mot. Mais chez lui, ce qui se passe est plus profond. Le petit garçon des schémas d'avion a grandi, et le ciel, ce jour-là, devient un endroit où des hommes peuvent aller. Le soir, il n'en parle presque pas à personne. Mais une décision se forme, lente, silencieuse. Lui aussi ira. 5 ans plus tard, en 1966, il dépose sa candidature au détachement des Kosmonavti. Il est reçu du premier coup. Au cours de la sélection, un psychologue rédige une note dans son dossier. La formule est presque clinique. Le candidat démontre une capacité prolongée à contenir les réactions affectives. Recommandé. Ce qui est, en langage clair, la version officielle de ce que nous venons de raconter. Cet homme sait se taire. Cette qualité, dans un système où la moindre fuite peut briser une carrière, voire une vie, vaut de l'or. Mais la vie privée de Volkov, elle, ne se résume pas à un dossier. En 1964, à l'anniversaire d'un ami commun, il rencontre Lyudmila. Elle est bibliothécaire. Ils discutent peu ce soir-là, mais assez pour qu'une adresse soit échangée. 1 an plus tard, en 1965, ils se marient. L'année suivante naît un fils, qu'il prénomme Nikolai, en mémoire du grand-père revenu brisé de 2 ans de silence. Donner le nom du père emprisonné à un enfant, dans ce pays, est un geste qui peut se lire de plusieurs manières. C'est une fidélité. C'est aussi une façon de dire que l'on n'a pas oublié, même si l'on a appris à se taire. En 1968, Volkov annonce à sa femme qu'il va voler. Il ne peut rien lui dire de plus, ni la date exacte, ni la mission, ni le nom du coéquipier. C'est la règle. Lyudmila pose la seule question qui compte pour elle. « C'est ce que tu veux ?» Il répond « oui ». Elle dit « alors va ». 3 phrases, pas une de plus. Cette économie du langage, dans un couple, est aussi une forme d'amour. Ils savent tous les deux que les mots, dans leur monde à eux, ne servent pas à meubler. Ils servent à engager. Ce qui frappe, dans la jeunesse de Volkov, c'est ce contraste entre un père qui a payé pour avoir parlé et un fils qui a bâti sa carrière sur le silence. À première vue, c'est la même peur, le même système. Mais à y regarder de plus près, c'est une différence essentielle. Le père a parlé par naïveté, par courage peut-être, et il a perdu 2 ans de sa vie. Le fils a appris à se taire par nécessité, mais il a gardé, tout au fond, une petite flamme. La conviction que ce silence n'est pas une victoire, c'est une armure de survie. Et une armure, par définition, n'est pas faite pour durer. Voilà l'homme qui entre dans le détachement des cosmonavtes en 1966. 35 ans plus tard, dans une station qui tourne autour de la Terre, cet homme va se retrouver face à un choix que son père n'a jamais eu à formuler. Parler ou se taire. Et cette fois, ce ne sera plus pour lui-même, ce sera pour l'humanité entière. En Union soviétique, le cosmonaute n'est pas un individu.
C'est un maillon. On lui enseigne à ne pas être plus important que le système. On lui enseigne à disparaître derrière le drapeau, à dire « nous » quand il pense « je ». Volkov sait faire ça mieux que personne. Il a appris très jeune à transformer son « moi » en silence discipliné. Mais il y a une chose que personne ne lui a apprise, ce qu'il doit faire lorsque le silence devient complicité. Et c'est exactement ce qui se présentera à lui, plus tard, à bord de Salyut 1, lorsque des hommes sans uniforme et sans sourire lui demanderont de taire ce qu'il aura vu, au nom d'une raison supérieure. Pour l'heure, en 1968, il rentre chez lui après avoir annoncé la nouvelle à sa femme. Elle ne pleure pas. Elle ne proteste pas. Elle range la table, prépare le thé, parle de l'école de leur fils. Et Volkov, assis dans la cuisine, regarde par la fenêtre sans rien dire. Lyudmila, plus tard, racontera qu'à cet instant précis, elle a compris que quelque chose venait de se fermer dans leur vie, comme une porte dont on ne possède pas la clé. Le petit Nikolai, lui, dort dans sa chambre. Il ignore que son grand-père est sorti de prison avec un nom que l'on n'évoque jamais, et que son père vient d'accepter une mission dont il ne pourra rien lui dire. Il ignore aussi que le silence de cet homme, ce soir-là, n'est pas un silence ordinaire. C'est celui d'un homme qui s'apprête à peser, pour la première fois, le poids de la parole face au poids du monde. Voilà d'où vient Volkov. Voilà, en quelques traits, ce qui se cache derrière le mécanicien navigant de Soyouz 11. Un enfant de la Taganka qui a appris à se taire en regardant son père payer pour une phrase. Un candidat qu'on recommande parce qu'il sait contenir ses réactions affectives. Un mari à qui sa femme dit « alors va » et qui entend, dans ces deux mots, plus qu'une autorisation, une confiance. Et c'est cette confiance qui pèsera le plus dans les semaines qui viennent, quand cet homme, depuis une station spatiale, décidera de parler à des gens qu'il ne connaît pas, pour leur dire ce qu'il a vu. Car le silence, toute une vie, il l'a porté comme une protection. Mais le jour viendra où le protéger signifiera trahir. Et ce jour-là, Volkov devra choisir entre deux fidélités, celle qu'il doit à un système qu'il a formé et celle qu'il doit à la vérité. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, en cette fin des années 60, il n'est qu'un cosmonaute qui rentre chez lui et qui pose son sac près de la porte, sans un mot, comme son père avait appris à poser ses outils en silence, 2 décennies plus tôt, dans la même ville, dans un pays qui n'avait pas changé. Au matin du 12 octobre 1969, à Baïkonour, le ciel est bas et le froid mort. Sur le pas de tir, une fusée attend, immobile sous les projecteurs. Il est 6h40. 3 hommes en combinaison montent vers l'écoutille. Vladislav Volkov, Anatoly Filipchenko, Vladimir Volotin. Personne ne parle. Ce silence n'est pas celui de la peur, c'est celui d'un rituel. Une main qui se pose sur la rambarde, un pied qui trouve le bon barreau, une respiration qu'on synchronise sans s'en rendre compte. Volkov connaît ces gestes. Il les a répétés 100 fois au sol. Mais aujourd'hui, ils ont un poids différent. Aujourd'hui, l'écoutille se refermera et le sol s'éloignera. Officiellement, ce vol s'appelle Soyouz 7. Officiellement, il s'inscrit dans un programme soviétique de vol groupé. 3 vaisseaux, Soyouz 6, 7 et 8, lancés à quelques jours d'intervalle pour démontrer que l'URSS sait faire manœuvrer plusieurs engins en formation. Officiellement, la mission est scientifique. Officiellement, tout est nominal. Mais à l'intérieur de Soyouz 7, le temps obéit à d'autres règles. Le deuxième jour, au-dessus du Pacifique, l'équipage entame une vérification de routine. Vérifier l'étanchéité, c'est passer en revue chaque joint, chaque connexion, chaque valve. C'est long, méticuleux, répétitif. Volkov enfile son casque pour cette étape. Le casque, dans un vaisseau spatial, n'est pas une coquetterie. C'est une frontière entre l'homme et le vide. Quand on le scelle, on entre dans un autre espace sonore. On n'entend plus l'air qui sort des bouches, on n'entend plus le froissement des combinaisons, on n'entend plus son propre cœur. Et c'est là que Volkov entend quelque chose. Pas un sifflement, pas un claquement, pas un bruit mécanique identifiable. Un son, rythmé. Régulier, mais pas comme une horloge. Plutôt comme une respiration qui aurait sa propre logique, avec des variations, des pauses, des retours. Quelque chose qui ressemble à une intention.
Volkov reste immobile. Il écoute. Le son continue. Lentement, il retire son casque. Le son disparaît. Il le remet. Le son revient. Filipchenko, à ses côtés, ne perçoit rien. Volotchine dort à l'autre extrémité du module. C'est un moment très particulier. Dans l'espace, le cerveau n'a pas les mêmes repères. Le silence absolu, l'absence de gravité, la lumière artificielle. Tout concourt à rendre l'oreille plus sensible, plus vulnérable aussi. Volkov pourrait croire à un effet de la fatigue, à une illusion, à un sifflement dans l'oreille interne. Il a été formé à cela. On lui a appris à ne rien rapporter sans preuve, à ne jamais céder à la tentation du sensationnel. Un cosmonaute qui entend des voix, dans le contexte soviétique, finit mal. Alors il fait ce qu'on lui a appris à faire. Il note. Dans son rapport officiel, après l'atterrissage, il écrit une seule ligne. Anomalie acoustique brève constatée, probablement liée à la résonance de la coque en apesanteur. Une vérification technique est recommandée. La formule est neutre. La signature est la sienne. 3 semaines plus tard, les techniciens qui récupèrent le casque rédigent à leur tour « normal ». Et c'est tout. Officiellement, il ne s'est rien passé. Mais Volkov, lui, n'a pas oublié. Une fois revenu sur Terre, après les 3 jours réglementaires de réadaptation, il fait une démarche qui ne figurait sur aucun ordre de mission. Il sollicite l'accès aux archives sonores des expéditions précédentes. Officiellement, pour préparer le vol suivant, dit-il. On lui accorde. Les nuits qui suivent, chez lui, dans la cuisine, il enfile un casque et écoute les bobines. Et là, dans les couches basses des enregistrements, sous la voix des opérateurs, sous le souffle des systèmes, il retrouve la même pulsation. Présente, identifiable, différente du bruit de fond. Il l'entend dans les échanges de Voskhod 2 en 1965. Il l'entend dans les premiers orbites de Gagarine. Plus discret, plus enfoui, mais bien là. Un rythme qui traverse l'émission comme une basse continue. Volkov ne dit rien à personne. Il sait ce que coûte la parole. Mais il sait aussi ce que coûte le silence quand il devient complicité. Pour comparer, il obtient, par un contact à l'Institut, une copie de certains échanges américains. Et là, surprise, la même trame. Pas exactement, mais suffisamment pour qu'on ne puisse pas parler de hasard. Des cosmonautes, des astronautes, des hommes qui ne se sont jamais croisés, qui ont volé à des années de distance, dans des vaisseaux différents, et qui tous, à un moment ou à un autre, ont capté dans leur casque un signal qui n'appartient à aucun catalogue de bruit technique. Volkov ne publie rien. Il ne parle à personne. Il range les bobines, retourne à sa vie, à sa femme, à son fils. Il continue de sourire aux bonnes personnes, de hocher la tête aux réunions, de rédiger des rapports techniques impeccables. Mais quelque chose en lui a changé. Il a vu, ou plutôt entendu, que l'espace n'est peut-être pas ce que les ingénieurs racontent. Et il a compris que cette découverte, en Union soviétique, est plus dangereuse qu'une panne de système. Car dans ce pays, l'idéologie ne supporte pas l'inconnu. Tout ce qui ne s'explique pas doit être dièche ou disparaître. Un cosmonaute qui entend un signal non identifié devient en quelques heures un problème politique. On lui demande d'abord de se taire. On lui explique ensuite que ce qu'il a entendu était un défaut de son casque. On lui propose enfin de signer un rapport qui dit exactement cela. Et si l'homme hésite, on lui rappelle que son père a payé pour une phrase de trop. Tout le système, sans le dire, fonctionne à la peur. Volkov connaît la mécanique. Il l'a apprise enfant, dans une cuisine de la Taganka. Mais il sait aussi que certains silences sont des fautes. Et celui-ci, déjà, commence à peser. Quand il rentre de Soyouz 7, personne au centre de contrôle ne lui demande ce qu'il a entendu. Personne ne lui demande ce qu'il cherche dans les archives. Volkov, de son côté, ne pose aucune question à voix haute. Il est devenu ce que sa formation lui a demandé d'être. Un homme qui sait et qui attend. Cet épisode du Pacifique est fondateur. C'est la première fois que Volkov se trouve face à face avec quelque chose qui dépasse son silence. Il a choisi la voie de la prudence. Il a inscrit une formule neutre dans un rapport. Il a attendu que les techniciens referment le dossier. Mais il a aussi, en catimini, commencé à constituer une autre archive,
Une archive non officielle, parallèle, qu'il ne montrera à personne, pas encore, mais qu'il conserve comme on conserve une preuve qu'on n'a pas encore décidé de produire. Car voilà le paradoxe de cet homme. On lui a appris à se taire, et ce talent lui a valu une carrière. Mais on lui a aussi appris, par l'exemple de son père, que le silence peut être une forme de lâcheté. Et c'est cette tension qui, plus tard, décidera de tout. En 1969, à 33 ans, Volkov n'est encore qu'un cosmonaute parmi d'autres, avec un dossier sans tache, des notes excellentes et une réputation d'homme fiable. Personne, autour de lui, ne sait qu'il a passé des nuits dans sa cuisine, à écouter des bandes audio en quête d'un signal qu'il est le seul, peut-être, à avoir identifié. Personne ne sait qu'il a retrouvé ce signal dans les missions américaines. Personne ne sait qu'il a commencé à se poser, seul devant ses magnétophones, une question très simple et très lourde. Si ce rythme est réel, d'où vient-il, et pourquoi personne n'en parle? La réponse, il ne l'a pas encore, mais l'intuition, si. Et cette intuition, lentement, commence à transformer l'homme qui s'était promis de ne jamais rien dire. Voilà donc d'où vient Volkov, en cet automne 69. D'une enfance où le silence était une protection, d'une formation où le silence était une compétence, et d'un vol où le silence, pour la première fois, ne suffit plus. À partir de ce moment, chaque mission à venir ne sera plus seulement technique, elle sera morale. Et cette ligne qu'il a écrite dans son rapport, anomalie acoustique brève, probablement liée à la résonance, n'est pas une conclusion, c'est un report. Un délai qu'il s'est accordé pour trouver le courage ou la faille qui lui permettra de parler. Au mois de février 1971, Volkov est convoqué dans un bureau du 3e étage, au bout d'un couloir dont la porte ne porte aucune plaque. Pas de nom, pas de fonction, pas de drapeau. Le mobilier est celui de tous les bureaux du système. Une table, 2 chaises, un cendrier vide, un store baissé. L'homme qui l'attend a la cinquantaine, une silhouette en civil mais une tenue qui ne trompe pas, un port de militaire qui a quitté l'armée sans vraiment la quitter. Il se présente sobrement. Pavel Ivanovitch. Pas de patronyme. Volkov ne demande pas. Pavel Ivanovitch parle d'une voix égale, sans chaleur, sans menace non plus. Il explique qu'il a été désigné pour accompagner le cosmonaute dans la mission à venir, celle de Salyut 1, la première station spatiale habitable. Le commandant sera Georgi Dobrovolski. Le second mécanicien navigant sera Viktor Patsaïev. Volkov, lui, conserve sa place de mécanicien navigant, mais à une condition. Il aura une seconde tâche. Pas une mission parallèle officielle, pas un protocole, juste un travail supplémentaire dont Dobrovolski et Patsaïev ne sauront rien. Pavel Ivanovitch sort alors d'un tiroir un objet oblong, gris, de la taille d'un paquet de cigarettes épais. Il le pose sur la table, entre eux. C'est un appareil de mesure, dit-il. Dans les documents, il figure comme un compteur de fonds électromagnétiques. Volkov ne le regarde pas longtemps. C'est un dictaphone, répond-il calmement. Pavel Ivanovitch ne cille pas. Il ne confirme pas, il ne dément pas. Il tend une feuille, Volkov la lit une fois, sous ses yeux, et la rend. L'instruction tient en quelques lignes, et chaque ligne est une consigne. Notez toute anomalie acoustique à bord. Notez toute lecture inhabituelle des instruments. Notez toute observation subjective de l'équipage, si elle est formulée à voix haute. Rapportée par un canal séparé à des hommes sans uniforme et sans sourire. La formule est étrange, presque littéraire, mais elle n'a rien d'une métaphore. Elle décrit une catégorie précise de personnes dans l'appareil soviétique, ceux qui ne portent pas d'insigne, qui ne sourient jamais aux réunions, et dont les décisions n'ont pas besoin d'être discutées. Volkov ne pose pas de questions. Il a compris. Il est désormais le relais d'une chaîne qui ne figure dans aucun annuaire. Pavel Ivanovitch ajoute une dernière phrase, presque en passant. Les dossiers qu'il a consultés, les schémas, les bandes qu'il a récupérées après le vol de Soyouz 7, tout cela a été noté. Le système sait. Le système, pour l'instant, ne lui demande qu'une chose, continuer, mais en transmettant. Ce qui frappe dans cet épisode, c'est la manière dont le pouvoir soviétique s'est recruté sans en avoir l'air. Personne ne force personne. On convoque, on explique,
On ferme la porte. On s'adresse à un homme dont on connaît la biographie, dont on connaît le père, dont on connaît la femme, dont on connaît le fils. On sait que cet homme a une compétence rare, écouter sans en parler. On lui demande de la mettre au service d'un intérêt supérieur, qui ne porte pas de nom. Volkov, à cet instant, pourrait refuser. Mais refuser, c'est renoncer à voler. Et ne pas voler, pour lui, c'est une autre forme de mort. Alors il accepte. À la maison, dans les jours qui suivent, il prépare sa valise avec la méticulose qu'on lui connaît. Lyudmila tombe, par hasard, sur l'appareil gris. Elle demande. Volkov répond sans lever les yeux. Un compteur de fond. Il part avec moi en orbite. Elle n'insiste pas. Elle a appris, elle aussi, à ne pas poser 2 fois la même question. Le 19 avril 1971, Salyut 1 est mise en orbite. 3 semaines plus tard, le 6 juin, à l'heure prévue, l'équipage de Soyouz 11 monte dans la fusée. Volkov, dans la poche de sa combinaison de vol, a 2 appareils, le dictaphone officiel, celui de Pavel Ivanovitch, et un second, plus petit, glissé derrière une trappe du compartiment technique, qu'il a acquis lui-même, sans en référencer l'achat nulle part. Ce deuxième appareil, il ne le montrera à personne. Ce qu'il enregistrera avec, c'est sa version, à lui, des événements. Car l'homme qui a appris à se taire toute sa vie, a aussi appris, depuis le vol de Soyouz 7, à douter de ceux qui lui demandent de se taire. La station, quand il y pénètre le 7 juin à 10h45 du matin, heure de Moscou, n'est pas tout à fait vide. C'est une impression, pas une certitude. L'air est immobile, comme il l'est dans tout espace clos non aéré, mais il y a autre chose. Volkov, en franchissant le sas, ressent ce que certains astronautes décriront plus tard, dans d'autres contextes, la sensation très brève que quelqu'un vient de quitter la pièce. Pas une présence hostile, pas une menace, juste une trace, comme un parfum qui s'évapore. Sur les étagères de la station, dans les dossiers de mission que Volkov a consultés au sol, figurent des schémas techniques qui ne ressemblent pas à ceux qu'on lui a montrés en formation. Des antennes, dont l'orientation ne correspond à aucun relais soviétique connu. Des protocoles d'interception de signaux radio provenant de directions non cataloguées. Et surtout, des tableaux de fréquences captés lors de missions précédentes, avec des annotations qui ne sont pas techniques. Ces fréquences, Volkov les reconnaît. Ce sont celles qu'il a entendues dans son casque en 1969 et qu'il a retrouvées sur les bandes de Gagarine et de Voskhod 2. Le système, donc, savait. Depuis longtemps, le système savait. Et il n'avait rien dit. À bord de Salyut, les premières heures sont occupées par des opérations simples. Vérifier les systèmes, prendre des marques, configurer les instruments. Dobrovolski et Patsaïev font leur travail, Volkov fait le sien, plus le sien. Personne dans l'équipage ne sait qu'il y a 2 missions dans la mission. Personne ne sait qu'un homme en civil, à Moscou, attend chaque soir un rapport sur ce qu'il ne faut pas dire. Les 3 premiers jours sont sans relief. Volkov note le strict minimum dans le dictaphone officiel, des mesures de fond, des températures, des pressions, rien qui mérite une ligne dans un rapport. Mais le 4e jour, à l'heure où la Terre tourne son dos au soleil, quand la station glisse dans l'ombre et que l'équipage alterne les veilles, quelque chose commence. Et ce quelque chose, Volkov sait, cette fois, qu'il ne pourra pas le ranger dans la catégorie des anomalies techniques. La 4e nuit à bord de Salyut 1, la station glisse dans l'ombre. Dehors, le soleil n'est plus qu'un trait incandescent derrière l'horizon. À l'intérieur, l'équipage dort à tour de rôle. Volkov est de veille. Seul dans le compartiment central, il écoute le silence. Ou plutôt, il écoute ce qui pourrait s'y trouver. D'abord, il y a la lumière. Pas une lumière électrique, pas un voyant. Une lueur bleuâtre à la périphérie du champ de vision, qui ne vient de nulle part et qui n'éclaire rien. Elle danse, se retire, revient. Volkov, formé à ne jamais réagir à la première impression, attend. Il ne ferme pas les yeux, ne les frotte pas, ne détourne pas la tête. Il laisse l'image s'imposer. Puis, lentement, un autre phénomène apparaît. Un son. Pas dans le casque cette fois, mais dans l'air même de la cabine. Rythmé, comme une respiration. Pas mécanique.
vivant en quelque sorte, avec des variations qui ressemblent à des intentions. Volkov, sans hâte, ouvre la poche de sa combinaison et sort le dictaphone officiel. Il décrit ce qu'il voit, ce qu'il entend, l'heure, la position. Sa voix est neutre, presque clinique. Mais sa main, elle, tremble légèrement. Il connaît le risque de ce qu'il consigne. Il l'accepte. Ce qui se passe ensuite ne ressemble à rien de ce que sa formation lui a appris à reconnaître. Ce ne sont pas des hallucinations, ce n'est pas un rêve. C'est plus proche d'un souvenir, mais d'un souvenir de quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Volkov voit, sans les voir, des espaces immenses, qui ne sont pas le vide qu'on lui a décrit. Des espaces vivants, d'une autre nature que la matière. Et dans ces espaces, d'autres. Pas des visages, pas des corps. Des points de conscience, comme il les formulera plus tard dans son rapport personnel. Distincts les uns des autres, mais reliés, curieux, observateurs. Aucun signe d'hostilité, aucun signe de menace. Juste une présence, attentive, presque patiente. Puis vient un message, pas en mots, en images, en impressions, plus précisément en ce qui ressemble à des phrases traduites automatiquement dans le langage mental de celui qui les reçoit. Volkov capte, sans les entendre à proprement parler, ces quelques lignes. Sur votre planète, il y a ceux qui auront peur, ceux pour qui cette connaissance est une menace, pas un don, ceux qui tenteront de fermer ce qui doit être ouvert, pas par méchanceté, par peur. Volkov ne perd pas connaissance. Il ne s'évanouit pas. Il ne dort pas. Il est parfaitement éveillé, parfaitement lucide. C'est ce qu'il écrira, plus tard, sur son dictaphone personnel, quand il voudra convaincre ceux qui douteront de sa raison. Il est debout, dans la cabine, les yeux ouverts, et ce qu'il perçoit est aussi net qu'une voix humaine, sauf que ce n'en est pas une. Quand le phénomène se retire, Volkov s'assoit. Il note. Sur le dictaphone officiel, il consigne les faits bruts. Sur le dictaphone caché, il consigne la phrase, telle qu'il l'a comprise, et l'état dans lequel il se trouvait. Puis il attend le matin, l'arrivée de ses coéquipiers, et il ne dit rien. Le 10e jour, 2e contact. Plus court, plus précis. Volkov, cette fois, est prêt. Il décrit, sur les 2 appareils, ce qu'il reçoit. Ce ne sont plus des avertissements, mais des observations, sur la fragilité des écosystèmes, sur l'accumulation de chaleur dans l'atmosphère terrestre, sur les conséquences à long terme de décisions techniques prises à court terme. Volkov est ingénieur. Il reconnaît, dans ce qu'on lui transmet, la structure d'un pronostic technique. Comme si quelqu'un, de très loin, avait étudié la trajectoire de la Terre et lui en montrait les courbes. Et ces courbes, en ce mois de juin 1971, ne sont pas rassurantes. Le 13e jour, un message arrive par le canal non officiel. La voix est celle d'un opérateur que Volkov n'a jamais vu. Elle dit, sur un ton sans relief. Anomalie détectée sur les instruments au sol. Rapport complet exigé après l'atterrissage. Oral. Sans enregistrement. Volkov comprend immédiatement. On lui demande de raconter, mais de ne rien garder. On lui demande de parler, mais d'effacer ce qu'il dira. C'est une procédure ancienne dans les services. Faire disparaître la trace tout en conservant le renseignement. Sur le dictaphone caché, derrière la trappe du compartiment technique, Volkov enregistre à voix basse. 13e jour. Reçu instruction. Rapport oral, sans enregistrement. Je considère cette instruction inacceptable. Ce que j'ai observé à bord n'appartient à aucun service et à aucun État. Cela appartient à tout le monde. Je poursuis l'enregistrement. C'est la phrase qu'il n'aurait jamais dû prononcer. C'est aussi la phrase qui scelle ce qu'il est devenu. L'homme qui a appris à se taire, qui a fait du silence une compétence et de la retenue un art, décide, à 360 km de la Terre, que cette fois, le silence est une faute. Il sait, en le disant, que cette décision a un prix. Il ne sait pas encore lequel. Le 17e jour, 3e contact, très court. Volkov sent, cette fois, une sorte de pause, presque un adieu provisoire. Comme si ceux qui s'adressaient à lui comprenaient que quelque chose, dans la mission, approche d'un point de bascule. Volkov, après cette 3e rencontre, prend une décision qu'il n'a encore jamais formulée à voix haute. Il va parler.
Non pas à Pavel Ivanovitch, non pas aux hommes sans uniforme et sans sourire, mais à un public qu'il ne connaît pas encore. Il va utiliser son dictaphone caché pour dire ce qu'il a vu, et il va confier cet appareil à quelqu'un qui pourra le faire sortir du système. Il ne sait pas encore à qui. Il sait seulement que ce ne peut pas être à sa femme, à qui il ne veut pas faire porter ce poids. Ce ne peut pas être à son fils, trop jeune. Ce sera à un inconnu qui saura écouter. Le reste du temps, Volkov continue sa mission officielle. Il prend des mesures, photographie la Terre, dialogue avec le centre de contrôle. Rien, dans ses communications, ne trahit ce qu'il porte. Dobrovolski et Patsaïev, qui partagent avec lui l'espace minuscule de la station, ne remarquent rien. Ou peut-être remarque-t-il un léger changement, une attention plus fine, une manière différente de regarder par le hublot, mais ils mettent cela sur le compte de la fatigue ou du rythme d'éveil. Car une cosmonaute, à bord, ne peut pas se permettre le luxe du silence intérieur. Il dort, il travaille, il communique. Il n'a pas le temps de philosopher. Et pourtant Volkov, dans ses derniers jours en orbite, est un homme double. Officiellement, il appartient à un équipage, à une nation, à un système. Officiellement, il rapporte ce qu'on attend de lui. Officiellement, il est ce que sa formation lui a appris à être. Mais en secret, derrière une trappe, sur un appareil que personne ne sait présent, il consigne autre chose. Quelque chose qui, selon les termes mêmes de ses contacts, appartient à tout le monde. Voilà où en est Volkov, le 23e jour de sa mission, à quelques heures du retour. Un homme qui a vu ce que peu d'hommes ont vu, et qui a choisi d'en garder la trace, malgré l'ordre reçu. Un homme qui a décidé que le silence, cette fois, ne sera pas une protection, mais une trahison. Un homme qui sait que le prix de cette décision, dans le système où il vit, peut être très élevé. Mais un homme qui, aussi, a compris une chose très simple. Son père a payé pour avoir parlé une fois, et il a survécu. Lui, peut-être, paiera pour avoir parlé. Mais au moins, ce sera pour quelque chose qui le dépasse. Le compte à rebours du retour commence. Volkov, dans la cursive, jette un dernier regard à la station. Ce lieu qui, pendant 23 jours, a été le sien. Ce lieu où, 2 fois, quelque chose d'autre a franchi la frontière du silence. Ce lieu qu'il ne reverra plus. Dans sa poche, à côté du dictaphone officiel, le petit appareil attend. Il contient déjà l'essentiel. Il contient surtout la phrase qui le condamne s'il est découvert, et la phrase qui le justifie s'il ne l'est pas. Le 23e jour à bord de Salyut 1 commence comme les autres. Volkov réveille Dobrovolski, puis Patsaïev. La journée est ordinaire. Vérification des systèmes, rangement des équipements, préparation des containers scientifiques pour le retour. À 19 jours déjà de présence continue en orbite, le corps a ses routines, l'esprit a ses réflexes. Tout est en ordre. Volkov, lui, sait que l'ordre est une façade. Dans la nuit, seul avec le petit dictaphone caché derrière la trappe du compartiment technique, il enregistre. Sa voix est basse, lente, très précise. Il ne parle pas pour lui-même. Il parle pour quelqu'un qui, peut-être, dans des années, tombera sur ses bandes par hasard, ou par obstination. Il dit à voix haute ce qu'il n'a jamais dit à personne. Si quelqu'un, un jour, trouve ceci et l'écoute, qu'il sache. Je n'étais pas fou. Je n'avais pas peur. J'étais en pleine possession de mes moyens et de ma mémoire. J'ai vu ce que j'ai vu, et je n'ai pas le droit d'emporter cela avec moi. C'est une déposition, au sens le plus strict du terme. Un homme qui parle devant un témoin qui n'existe pas encore, et qui prend acte, en son nom propre, de ce qu'il a vu. À 14h30, les 3 hommes franchissent le sas pour revenir à bord de Soyouz 11. La séparation d'avec Salyut 1 se fait sans incident. Volkov, une dernière fois, jette un œil par le hublot. La station s'éloigne, lentement, avec cette majesté un peu triste des objets qui ont abrité des hommes. Puis il referme l'écoutille et s'installe à sa place. Le freinage, conformément au plan de vol, commence à l'heure prévue. À ce moment précis, alors que le vaisseau pointe vers les couches denses de l'atmosphère, les 3 hommes voient, par le hublot, 3 taches lumineuses. Pas des étoiles, pas des débris, des halos d'un blanc bleuté, pulsant au rythme que Volkov connaît par cœur, le même rythme que dans son casque en 1969, le même que sur les bandes de Gagarine.
Ils suivent une trajectoire parallèle à celle du vaisseau. Ils sont là, distinctement là, à quelques dizaines de mètres, peut-être moins. Dobrowolski, sans quitter les commandes des yeux, appelle la Terre. Sa voix est celle d'un homme qui a l'habitude de dire n'important en peu de mots. Terre, ici Soyouz 11. Nous notons des anomalies lumineuses dans la zone de descente. 3 objets se déplacent en route parallèle. La réponse du centre de contrôle arrive presque immédiatement. Elle est signée par un opérateur que Volkov ne reconnaît pas, et elle est d'une banalité presque insultante. Reçu, Soyouz 11. Probablement des décharges atmosphériques. Poursuivez la descente en mode nominal. Volkov, à sa place, ne dit rien. Il comprend, en entendant cette phrase, qu'on ne veut pas savoir, ou qu'on sait déjà et qu'on préfère classer. Puis vient la phase la plus critique, l'entrée dans l'atmosphère. Normalement, les communications sont coupées pendant 3 à 5 minutes, le temps que le plasma enveloppe la capsule et rompe les liaisons radio. Ce jour-là, la coupure dure 17 minutes 14 secondes. L'opérateur qui chronomètre au centre de contrôle est Anatoly Kirillov, le même opérateur qui, quelques heures plus tôt, ou quelques heures plus tard, on ne sait plus très bien, a entendu une voix sur le canal ouvert et a choisi de ne pas l'écrire. 17 minutes 14 secondes, ce n'est pas un silence technique. C'est un silence qui interroge. Kirillov, ce soir-là, rentre chez lui avec cette durée dans la tête, comme on rentre avec une question qu'on n'a pas le droit de poser. La capsule atterrit à l'heure prévue, au point prévu. Le parachute s'ouvre sans à-coups. Le groupe de récupération arrive en 18 minutes. Le chef de ce groupe s'appelle Sergueï Timofeyev. C'est un homme de terrain, qui a vu beaucoup de choses, et qui sait noter ce qu'il voit. Il trouve la capsule intacte, couchée sur le flanc dans une herbe rase. Autour, l'herbe est couchée en cercle concentrique, sur un rayon d'environ 8 mètres, comme si quelque chose avait atterri en douceur, ou s'était posé un instant à côté du module avant de repartir. L'odeur d'ozone est là, forte, métallique, indiscutable, alors que le ciel est parfaitement dégagé. Timofeyev prend des notes. Il ouvrira le panneau extérieur, et ce qu'il verra à l'intérieur le marquera pour le reste de sa vie. Les 3 hommes sont assis à leur place, attachés, comme le veut la procédure, mais sans crispation. Les visages sont calmes. Les yeux sont clos. Les mains reposent sur les genoux. Pas de traces de lutte, pas de traces de panique, pas de traces de suffocation visible. On dirait, écrit-il dans ses notes personnelles, que quelque chose s'est simplement arrêté, comme une horloge qu'on aurait débranchée. Timofeyev rentre de cette mission avec une double conviction. Ce qu'il a vu ne correspond à aucune dépressurisation classique, et ce qu'on va lui demander de signer ne correspond pas à ce qu'il a vu. 37 minutes après la découverte de la capsule, la version officielle tombe. Soupape de ventilation défaillante, dépressurisation brutale, mort rapide, sans souffrance. 40 minutes, c'est trop court pour un examen médico-légal complet. C'est le temps qu'il faut pour ouvrir un texte déjà prêt. Dans les jours qui suivent, un ingénieur du nom d'Arkady Belov, spécialiste des systèmes de survie, rédige un premier rapport. Il y conclut que la soupape de ventilation était en parfait état de marche. Ce rapport ne sort pas du bureau. Quelques jours plus tard, Belov est convoqué dans un bureau sans plaque. On lui explique, calmement, ce qu'il doit écrire. Il rentre chez lui, réécrit son rapport et conclut cette fois à une défaillance de la soupape. Il vit avec ce second rapport pendant 42 ans. À 81 ans, avant de mourir, il dit à un ancien collègue « La soupape était en bon état. Je veux que quelqu'un le sache, au moins une fois. » Un technicien du nom de Mikhail photographie la capsule. Sur les clichés, en dessous du bouclier thermique, on distingue, gravées sur la coque, des marques symétriques qui ne ressemblent pas à des traces d'échauffement atmosphérique. Elles dessinent un motif régulier, géométrique, que personne au bureau d'études ne reconnaît. Les négatifs partent dans une chemise sans tampon. Sur le terrain, les témoignages s'accumulent. L'herbe couchée, l'ozone, les marques sur la coque, la scène à l'intérieur. Chacun, pris séparément,
pourraient s'expliquer. Pris ensemble, ils dessinent une image que personne ne veut regarder. Le groupe de récupération est maintenu à l'écart pendant 48 heures. Des hommes en civil viennent, prennent des mesures, prélèvent des échantillons de sol, photographient, emballent. Puis la zone est rendue et tout le monde signe une clause de silence. À Moscou, 3 cercueils sont exposés. Les obsèques ont lieu sur la place rouge. Le pays suit, en pleurs ou en silence. Lyudmila Volkova se tient debout devant le cercueil de son mari, le dos droit, les yeux secs. À côté d'elle, Nikolai, 6 ans, qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Un officiel s'approche, lui prend la main et lui dit, avec la maladresse des phrases apprises, « Il est mort en héros. Vous devez être fiers. » Lyudmila le regarde et répond, d'une voix qui ne tremble pas, « Je suis fier. Simplement, pas pour ce que vous croyez. » L'officiel ne comprend pas. Il hoche la tête, serre la main et passe au cercueil suivant. Ce jour-là, Lyudmila ne parle à personne de ce qu'elle soupçonne. Elle ne sait pas encore, précisément, ce que son mari avait emporté à bord. Elle ne sait pas qu'il y avait 2 dictaphones. Elle ne sait pas qu'il avait vu, pendant 3 fois, quelque chose que personne dans le système n'a envie de nommer. Elle sait seulement, depuis des années, que son mari portait un poids qu'il ne partageait pas. Et ce jour-là, ce poids est devenu un cercueil. Pendant ce temps, à des centaines de mètres sous terre, dans un bureau fermé, des hommes en civil classent, trient, scellent. Le dictaphone officiel de Volkov est ouvert. Ce qu'il contient est sec, technique, sans relief. Pas un mot sur les contacts, pas une phrase sur ce qu'il a vu. Volkov avait en effet consigné sur l'appareil de Pavel Ivanovitch uniquement ce qui ne prêtait pas à conséquence. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel est sur un petit appareil gris, glissé derrière une trappe du compartiment technique, et qui, en cet instant, repose entre les mains d'un colonel qui n'est pas encore entré dans cette histoire. Car cet appareil existe. Et il attend. Lyudmila Volkova rentre des obsèques avec un garçon de 6 ans qui ne pose pas de questions, parce qu'on lui a appris à ne pas en poser. Elle s'assoit à la table de la cuisine, là où son mari passait des nuits à écouter des bandes audio, et elle commence à écrire. Pas un journal, pas une lettre, une liste. Une liste de noms, de dates, d'indices. Au début, ce ne sont que des souvenirs. Un collègue qui avait trop parlé après un verre, une lettre revenue sans explication, un numéro de téléphone qui ne répondait plus. Puis, au fil des mois, ce qui n'était qu'un désordre se transforme en enquête. Pendant 23 ans, Lyudmila fait ce qu'elle sait faire, chercher, classer, retrouver. Elle est bibliothécaire, puis archiviste dans une grande bibliothèque de recherche. Elle a l'habitude des fichiers, des traces, des recoupements. Elle apprend à poser les bonnes questions, à trouver les gens qui ont quelque chose à dire sans savoir encore qu'ils le diront. En 2001, lorsque l'enquête s'arrête, elle aura rassemblé 31 témoignages. 31 voix, venues de tous les coins de l'ex-Union soviétique, qui chacune, à sa manière, contredisent la version officielle. Le premier témoignage décisif arrive en 1994, par téléphone. Un homme se présente comme Gennady Sorokin, 72 ans, retraité en banlieue de Moscou. Ancien spécialiste des systèmes électromagnétiques au centre de contrôle. Il explique, d'une voix prudente, qu'il a vu, sur les écrans, 20 minutes avant l'entrée dans l'atmosphère, une impulsion électromagnétique d'une puissance anormale. Aucune source identifiée. Le rapport qu'il a signé à l'époque parle d'un défaut technique de capteur. Il a attendu 23 ans pour corriger ce mot. Il dit « Le capteur fonctionnait. Ce qu'on a voulu faire disparaître, c'était l'impulsion, pas la panne. » Le troisième témoin est un certain Vassili Gromov, ancien chef adjoint du groupe de récupération. Lyudmila met 4 mois à le retrouver, dans une petite ville de l'Oural. Il raconte, chez lui, devant une théière, ce qu'il a vu à l'ouverture du sas. Entre le siège de Volkov et la paroi latérale, un objet oblong, gris, qui ressemblait à un dictaphone. Il n'a pas eu le temps de le toucher. Un colonel en civil, qui n'était pas dans le groupe officiel, s'est approché, a pris l'objet sans gants, sans commentaire, et l'a emporté dans une serviette. Aucune mention de cet objet dans le procès-verbal d'inventaire. Gromov se souvient du nom de cet homme, colonel Petrov.
Lyudmila écrit à Petrov. Pas une lettre accusatrice, pas une lettre de colère. Une lettre précise, qui récapitule ce qu'elle sait déjà, et qui dit, en substance, « Vous aussi, vous avez le droit un jour de cesser de garder cela. » La réponse arrive 3 semaines plus tard, par téléphone. Rendez-vous est pris. Un samedi, 10 heures du matin, à son domicile. Lyudmila s'y rend avec Nikolai, qui a maintenant 31 ans et qui ressemble de plus en plus à son père. Petrov les fait entrer dans un appartement modeste d'un immeuble khrouchtchevien d'Izmaïlovo, au 5e étage. C'est un homme usé, à la retraite depuis 1986, après Tchernobyl, qui a porté pendant des années un poids qu'il n'a jamais pu partager. Il ouvre un coffre, en sort une chemise épaisse et un dictaphone qu'il pose sur la table. La chemise contient 3 documents. Le premier est la transcription du dictaphone officiel de Volkov, un texte sec, technique, sans relief, où il n'est question que de mesures physiques. Le deuxième est le protocole officiel d'inventaire des objets trouvés dans la capsule. À la 3e ligne en partant du bas, une mention manuscrite. Appareil d'enregistrement personnel du mécanicien navigant Volkov VN. Un exemplaire. Confié au colonel Petrov en main propre. Destination, archives personnelles. Le 3e document est une instruction de procédure, non signée, non datée, qui décrit, en termes administratifs, une méthode pour neutraliser la mémoire des cosmonautes pendant la descente. Introduction par le système de ventilation d'une substance provoquant une amnésie sélective des dernières 24 heures, sans laisser de traces. Petrov explique, d'une voix blanche, qu'il avait reçu l'ordre d'utiliser cette méthode sur l'équipage de Soyouz 11. Que quelque chose, dans l'exécution, a mal tourné. Que l'amnésie de quelques heures est devenue autre chose. Que les 3 hommes, au lieu d'oublier, se sont arrêtés. C'est la première fois que cette procédure est décrite à voix haute, par un témoin direct, dans un cadre privé. Ce n'est pas une preuve juridique, c'est un aveu. Lyudmila écoute, prend des notes, ne pleure pas. Nikolai, à côté d'elle, ne dit rien. Quand Petrov a fini, il pousse le dictaphone vers eux. Le dictaphone est celui de Volkov, le petit, le personnel, celui qui avait attendu 23 ans dans un coffre, chez un homme qui n'avait jamais osé l'ouvrir vraiment. Lyudmila le branche. Le mécanisme tourne. La voix de son mari sort de l'appareil, légèrement déformée par le temps, mais parfaitement reconnaissable. Un phonographe judiciaire, sollicité plus tard, établira, par comparaison avec les enregistrements publics du premier vol de Volkov, une correspondance vocale à 97%. La voix est la sienne. Ce que Volkov a enregistré, dans les derniers jours de la mission, ce sont les 3 contacts. Ce sont les images, les impressions, les phrases qu'il a comprises. C'est aussi, et surtout, un message à sa femme et à son fils. Il dit « Je savais que tu trouverais. Tu as toujours trouvé ce qu'il fallait. Raconte à Kolia quand il sera prêt. Raconte à tout le monde quand le moment sera venu. La vérité trouve toujours son chemin. » À Nikolai, il dit autre chose, qui n'est ni un adieu ni une consigne. Ce que j'ai vu là-haut, ce n'est pas effrayant. C'est immense, plus grand que nous, plus grand que tout ce que nous avons construit. Mais pas effrayant. Il nous regarde comme quelque chose de précieux, comme quelque chose qui n'est pas encore devenu ce qu'il peut devenir. Prends soin de cela. Prends soin des gens. Prends soin de ce qui est fragile. Ce qui frappe dans ces mots, c'est qu'ils ne sont pas ceux d'un mourant. Ce sont ceux d'un homme qui a vu quelque chose qui l'a rendu plus calme, et qui a voulu transmettre ce calme à ceux qu'il aimait. Pas de colère, pas de regret, une forme de paix, presque improbable au regard des circonstances de sa mort. L'enquête, après cette rencontre, change de nature. Lyudmila porte l'histoire à un journal indépendant, le Ouvert Gorizon, dont le rédacteur en chef, Pavel Stroyev, a 40 ans et l'habitude des sujets qui dérangent. La vérification prend 6 semaines. En novembre 1994, le journal publie un dossier, sous le titre « Le silence sur orbite ». Le tirage part en 3 heures. Le lendemain, le journal reçoit un appel, un homme, sans nom, qui dit représenter des organes compétents
et qui demande, sur un ton qui n'a rien d'une demande, de cesser toute publication. Stroyev répond calmement qu'un journal libre, dans un pays libre, prend seul ses décisions de publication. La nuit suivante, une pierre brise la fenêtre de la rédaction. Pas de mots, pas de revendications, juste une vitre cassée. Les témoignages continuent d'arriver. La fille de Kirillov, qui confirme le récit de son père, mort en 1993, un ingénieur de Baïkonour, qui raconte avoir capté, quelques jours avant le lancement, des signaux sur des fréquences non répertoriées. La veuve d'un technicien des services médicaux, dont le mari est mort en 1983, sans avoir jamais parlé. Un pilote d'essai, Viktor Andreïevitch Lebedev, 71 ans, qui décrit un objet aperçu à 18 000 mètres d'altitude en 1968, 7 minutes de vol parallèle, un rapport réécrit à la demande de sa hiérarchie en phénomène optique atmosphérique. Une radio de la liaison à grande distance qui a entendu, à la fin des années 60, des signaux à la structure mathématique trop précise pour être du bruit. Un astronome d'un observatoire fermé dont les notes de 1970 ont été saisies le jour même. Un militaire des transmissions qui a capté, en 1973, une transmission de 12 minutes dont l'enregistrement a été saisi le jour même. Chacun de ces témoignages, pris isolément, n'est qu'un fragment. Pris ensemble, ils dessinent une autre histoire que la dépêche officielle. Une histoire qui n'a pas encore été racontée et qui ne le sera peut-être jamais complètement. Mais une histoire qui, au moins, existe quelque part, dans des carnets, dans des magnétophones, dans la mémoire de gens qui ont accepté un jour de rompre le silence. Petrov accepte, en 1995, de donner son témoignage sous son nom. Une procédure officielle est ouverte, en février de la même année. Elle aboutit à une formulation très prudente, presque kafkaïenne. Un certain nombre de circonstances de la mort de l'équipage exigent un examen complémentaire. La phrase ne reconnaît rien. Elle ne dément rien. Elle ouvre, officiellement, pour la première fois, une porte qu'on croyait condamnée. Lyudmila, de son côté, écrit un livre. Elle y travaille 3 ans. Il paraît en 1998, aux éditions indépendantes de Saint-Pétersbourg, sous le titre « 17 jours ». Le tirage initial est de 5000 exemplaires. Il s'épuise en quelques semaines. Des retirages de 10 000 exemplaires se succèdent. Les droits sont vendus en Allemagne, en France, au Japon. En France, le livre est traduit sous le titre « 17 jours en orbite ». C'est ce titre qui, sans le savoir, contribuera à diffuser l'histoire bien au-delà des cercles spécialisés. En 2001, pour le 30e anniversaire de la mort de l'équipage, Lyudmila et Nikolai se rendent dans la steppe kazakh, sur le lieu de l'atterrissage. Le paysage n'a pas changé. L'herbe est toujours rase, le ciel toujours immense. Lyudmila s'arrête, pose sa main sur le sol et dit, à voix basse, comme on termine une longue conversation, « Il avait raison. La vérité a trouvé son chemin. » Nikolai, à côté d'elle, ne dit rien. Il a maintenant 36 ans, et il porte, dans ses silences, exactement la même armure que celle que son père avait appris à construire, enfant, dans une cuisine de la Taganka. Une armure qui, cette fois, n'a pas été utilisée pour se taire, mais pour parler au bon moment. Voilà ce qui reste. Pas une vérité complète, pas une version définitive. Mais 31 témoignages, un livre, une transcription, une procédure ouverte, et un lieu dans la steppe où 2 personnes se sont tenues debout, sans rien dire, comme on se recueille devant quelque chose qui, enfin, a été entendu.